Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver par un temps radieux à l'Institut du Monde Arabe à Paris pour 200 millions de critiques, l'émission que le monde entier nous envie, car partout ailleurs sur les chaînes, pendant que Michel Serruti est en train de m'épouster, on vous parle de Claude François, de Johnny Hallyday, alors qu'ici, il est question de musique sérielle, de musique atonale, de musique dodécaphonique. D'ailleurs, regardez mon voisin qui a une tête de symphonie dodécaphonique, Michel Serruti. Je le prends pour un compliment, merci Voilà, Guillaume. je ne vous parle même pas de ce pauvre gars d'Alain Gerlache qui a été relâché malgré son psychiatre et ses recommandations et qui est un grand spécialiste de la musique sérielle. Oui. Yves Bigot qui dirige cette bien-aimée antenne, car nous sommes sur TV5 Monde, nous sommes ravis de travailler pour TV5 Monde et d'être dans le monde entier grâce à vous. Un garçon qui, lui, est effectivement un jeune homme venu du Canada, du Québec, Radio-Canada, et qui a fait un bon dîner récemment avec un ami français. C'est moi. Salut les gars. Et puis enfin, celle que tout le monde nous envie, Estelle Martin. Immédiatement, voici le sommaire. Paris met en vedette la mode avec de grandes expositions jusqu'à l'été. Il y a Jean-Paul Gaultier au Grand Palais, la collection 1971 d'Yves Saint-Laurent qui fit scandale en son temps à la Fondation Pierre Berger, et au musée de la mode, les superbes créations de Jeanne Lanvin. L'occasion de nous poser la question, les Français sont-ils toujours à la mode dans la mode ? Personnalité fascinante et souvent controversée, le compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez est l'objet d'une grande exposition à la Philharmonie de Paris, la salle qu'il a rêvée et qui lui doit en grande partie sa réalité. L'équipe de 200 millions de critiques a un avis sur Pierre Boulez et elle le partage avec vous aujourd'hui. Et enfin, nous nous interrogerons sur les échanges d'œuvres qui permettent de voir actuellement, par exemple, au Musée d'Art Moderne de Lille, des œuvres d'Aloïs Corbat, faisant partie de la collection d'Art Brut de Lausanne, ou des œuvres majeures de Rothko, Mondrian ou Giacometti, fondatrice de la modernité à la Fondation Louis Vuitton. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti! Les Français sont-ils toujours les maîtres de la planète mode? C'est le premier sujet de 200 millions de critiques. Voilà, je vais vous donner 3 éléments qui vont nous permettre évidemment de réfléchir à cette question sur la pertinence des Français, toujours à la tête de l'industrie de la mode, en tout cas de la créativité dans le monde entier, puisqu'il y a 3 expositions dont on parle énormément actuellement. Une exposition consacrée à Jeanne Lanvin, là, nous remontons le temps, et c'est au Palais Galliera. Une exposition à la Fondation Berger, Yves Saint-Laurent, consacrée à Yves Saint-Laurent après de nombreux films. Et enfin, donc au Grand Palais, une exposition consacrée à Jean-Paul Gaultier. Je sens que je vais peut-être faire une connerie. Est-ce que j'ose la connerie? Gaultier au musée? Oui, mais pas question de se laisser plonger dans le formol. Il faut que ce soit quand même assez vivant. Pour trouver la parade, l'exposition ne s'embarrasse pas d'un ordre chronologique. On y passe sans crier gare, de l'enfance au dernier modèle haute couture, des débuts chez Pierre Cardin aux créations les plus iconiques. C'est assez drôle parce que là, vous voyez, quand je vois ça, d'un seul coup, j'ai vu son afro, tout de suite, qui est assez joli. Clac, on tombe là, on se dit, tiens, on a ses cheveux qui continuent. Par contre, quand on arrive et qu'on le voit de face, pas du tout. Hein, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être plutôt que ça doit partir par là. Voilà ce qui se passe. C'est que c'était mal mis. C'est ce que M. Gaultier avait créé pour Madonna. Il avait proposé une veste masculine fendue au niveau des seins. Donc c'est vraiment la femme macho, la femme de pouvoir que Madonna est. Les filles avaient envie un peu de vieux soutien-gorge. Et moi, du coup, j'ai pensé au corset, j'ai pensé à aller plus loin avec ce que j'avais vu chez ma grand-mère. J'ai pensé que ça pouvait être bien et qu'en plus, ça montrait une femme qui décidait d'un seul coup d'être sexy avec les corsets, mais c'est elle qui décidait. C'était pas pour plaire automatiquement aux hommes. C'était aussi pour se plaire à elle-même. L'originalité de l'exposition doit aussi beaucoup à ces mannequins animés qui semblent s'adresser aux visiteurs quand ils ne sont pas perdus dans des considérations plus ou moins philosophiques. I like that outfit. Wonder what I would look like with it. Car la mode, selon Gaultier, a toujours eu un petit air de happening. En fin de compte, c'est plutôt une fabrique à spectacle. Même en faisant des vrais vêtements qui étaient destinés à être portés, mais c'était toujours quand même pour faire ce spectacle. Le show, c'était la principale chose. Quand je voyais des excentriques anglais, même si c'était pas la même chose que moi, mais quand même je me disais, eh ben, ils osent, eh ben, moi aussi, il faut qu'on ose. Et même si j'avais des critiques en France parce que je faisais, eh ben, je me disais, ça fait rien, je le fais quand même, et voilà, et en fin de compte, j'ai raison et je le fais. C'était comme un peu une escalade dans, si vous voulez, la confiance et puis d'être à l'écoute toujours des choses, voilà. Tout l'art de Jean-Paul Gaultier est là.
dans cette façon de bousculer les conventions tout en sachant capter l'air du temps. Au-delà du vêtement, sa mode offre une vision ouverte du monde. C'est pour cela qu'elle parle à tout le monde. Ma chère Estelle Martin, Oui, Guillaume Durand. que pensez-vous de cette question? Sommes-nous toujours les maîtres de la planète mode? Est-ce que la jeune création française est aussi en pointe que ses aînés? C'est moins sûr. Par exemple, vous connaissez le festival de la photographie et de la mode de hier, hein, qui se passe dans la Ville à Noailles. C'est la 30e édition, pardon. Et là, vraiment, on voit la jeune création. Et il y a toujours 10 jeunes créateurs qui sont choisis à travers le monde. Et là, il n'y a que 2 Français. Donc ça prouve que c'est un peu... Je pense que la jeune création française est un petit peu à la Dior, c'est peine. un Belge. Oui, c'est vrai que c'était dans le bon sens du terme. était quand même bien français. Comment? Non, mais ces dernières années, pour détendre, je vous sens tous un peu tendus, ces dernières années, les grandes maisons françaises qui incontestablement dominent le monde, à part les Italiens, Prada et quelques autres, ces maisons-là étaient quand même, ou avaient pour designers des gens qui n'étaient pas français. Donc c'est un esprit français ou c'est une nationalité qui est en cause. Je vais donner la parole à notre ami qui a l'air... renfrogné, mais très en forme. Écoutez, mettez les pieds dans le plat! Oui, absolument. Je vais y aller de belle manière. Mais moi, je dirais que ce qui est intéressant de voir, et ça, c'est tant dans la mode que dans les autres domaines artistiques, c'est que je pense que les vieilles chasses gardées commencent vraiment à se faire attaquer de toutes parts, et c'est une bonne chose. Par exemple, dans le monde de la mode, oui, ces maisons-là ont encore un poids, elles vont asseoir des tendances, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a de jeunes créateurs qui pullulent de plus en plus, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, dans d'autres endroits dans le monde. Oui, et je pense que en Afrique notamment. Oui, en Afrique, où on en a parlé d'ailleurs dans une émission avant Noël. Et ces jeunes créateurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très branchés sur leur public. Ils sont accessibles, ils sont très présents sur le web aussi. Par exemple, un des success stories actuellement dans le prêt-à-porter à Montréal, c'est 2 jeunes gars qui ont créé une boutique en ligne qui s'appelle Frank and Oak. Ils s'appellent Ethan Song et Isham Ratnani. Et ils sont en train d'exploser. Et eux, ils font du prêt-à-porter vraiment bien fait, très, très branché Internet. L'application fonctionne super bien. Mais là, vous parlez de la commerce, de l'art ou du commerce? Mais en fait, c'est qu'on mélange de plus en plus les deux. C'est que c'est des gens qui créent... Dans la mode, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Parce que si personne l'achète... Une cravate qui ne se vend pas, si on porte encore des cravates, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est intéressant de voir que ces grands noms de la mode-là... D'ailleurs, ça se vend moins, les cravates, si on fait le tour de la table. Il y a une crise de la cravate. Alors, mais la question qui est posée... Très juste. Moi, j'ai piqué à Guillaume la dernière Non, mais fois. moi, je vais vous dire, c'est pour ça. À mon avis, il faut faire la différence, pour être clair, vis-à-vis des gens et ne pas passer pour les imbéciles, dans le domaine de l'industrie. Il est évident que ce sont encore les maisons françaises qui rachètent des maisons italiennes, etc. Ça, c'est l'aspect industriel. Et après, il y a l'aspect créatif. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais non, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas parce qu'on est leader d'un point de vue industriel et d'un point de vue rentabilité ou chiffre d'affaires qu'on est le maître de l'innovation et de la créativité. Ce n'est pas celui qui vend le plus de disques qui est le plus contemporain ou le plus innovant. Et sauf les Beatles. Peut-être. Mais voilà, et donc, moi, je pense qu'en effet, la France a bien su vendre et continue à le faire, heureusement d'ailleurs, son industrie du luxe et son image de marque. Mais est-ce que pour autant, elle est la plus créative et la plus innovante? Moi, je ne suis pas bien placé pour en parler. Je sais en tout cas qu'en Belgique... Vous parlez de vos vestes à carreaux ou vous parlez du sujet? Je sais en tout cas que... Je l'ai acheté moi-même en tout cas. Ah ouais. Et je sais en tout cas... Oui, je ne dirai pas d'où vient votre chemise. Et donc... Je pense qu'il faut aussi regarder, en effet, comme le disait Mathieu, les créateurs un petit peu partout. En Belgique et surtout en Flandre, on a une tradition qui est basée sur un certain nombre d'écoles. Évidemment, à Anvers, les 6 d'Anvers dans les années 80. Il y aura, puisqu'on parlait d'exposition, je vous renvoie à une exposition qui va se tenir à partir du 5 juin prochain. Il y aura toute une série d'événements et qui s'appelle
c'est en anglais « The Belgians, an unexpected fashion story », ce qui veut dire « Les Belges, une histoire de la mode inattendue ». Et j'aime bien le titre, parce que je crois que quand on creuse un peu dans nos différents pays, il y a en effet des gens, de façon peut-être un peu inattendue, qui créent et qui sont peut-être, en effet, les Yves Saint-Laurent des prochaines années. Aujourd'hui, on parle plus de la scène new-yorkaise, la Fashion Week, celle dont on parle énormément, c'est quand même la Fashion Week de New York. Alors évidemment, la parisienne avec Karl Lagerfeld, qui a toujours des excellentes idées pour ses défilés, est encore très en pointe, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a, en tout cas dans l'espace francophone, on a une rude concurrence qui vient de New York avec Alexander Wang et compagnie, qui sont les grands noms d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais, vous n'avez pas Alexander Wang? Non, ça n'a pas rapport avec ça. Non. Au contraire, j'absorbe ces informations. Helvet, neutre que je suis. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que je pense effectivement, vu de l'extérieur, parce que poser à un Français ou une Française la question de savoir si la France est toujours leader dans un domaine, c'est quand même un tout petit peu risqué comme exercice. Je dis ça comme ça. Pourquoi ? Non, pour le foot, non, vu de l'extérieur. Non, mais ce que Paris, je pense que Paris, alors certes il y a New York, certes il y a Londres, certes il y a Milan. Je pense que Paris et la France de manière générale restent extrêmement importants, voire leader peut-être même, si dans certains classements on dit que c'est Londres aujourd'hui sur le marché de la mode. Pourquoi ? Parce que historiquement, Paris occupe une place qu'aucune autre capitale ne peut avoir. Ça c'est un fait, ça remonte à Louis XIV, on va pas refaire toute l'histoire. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis l'autre chose, il ne faut pas confondre aujourd'hui, on va dire une nationalité et puis un terreau qui s'est globalisé. Guillaume disait très justement, depuis les années 80, il y a eu quoi ? Il y a eu Tom Ford, il y a eu Lagerfeld, il y a eu Jean-Paul Galliano, il y a eu... Non, mais ça c'est en français. Mais il y a eu plein de créateurs venus d'horizons... Galliano. Je le disais, Galliano, ouais. Tous les Belges. D'horizons différents, mais qui sont venus à Paris parce que Paris, depuis très longtemps, a eu l'intelligence d'agréger des talents venus d'ailleurs ou de faire venir directement les marques sur place. Kenzo, par exemple, alors, il a beau être japonais au départ, il est à Paris maintenant. Yamamoto aussi. À Paris. Donc ça se fait ici. Et il y a ce fameux savoir-vivre, ce fameux raffinement, ce fameux French touch dont on a parlé pour d'autres choses qui font que Paris, dans l'imaginaire, parce que acheter des vêtements, c'est acheter quelque chose qui relève de la poésie et de l'imaginaire, aura toujours une certaine longueur d'avance dans une tradition de la mode. Certes, New York est beaucoup plus branché, Londres c'est autre chose, Milan a aussi une autre image, mais dans l'imaginaire collectif du savoir-faire, du bon goût, on va dire, et d'une historicité... Vous oubliez... c'est Paris, ça reste Paris. En termes de business, l'Espagne, vous savez que la troisième fortune du monde, c'est le patron de Zara, l'Espagnol, qui est même devant... si mes renseignements sont bons, Bernard Arnault dans le classement. Oui, mais alors là, on n'est plus vraiment dans la haute couture. Mais on n'a pas dit haute couture, on a dit mode. C'est quoi la différence entre la haute couture et la mode ? La haute couture, c'est plutôt, on est plutôt dans la création, dans l'art. Personne ne peut porter. Non, mais c'est quoi la différence entre la haute couture et la mode ? Jeanne Lanvin, là, si on va à l'exposition au musée Galliera voir Jeanne Lanvin, ça date peut-être, mais ces petites robes noires avec des encolures d'une simplicité, c'est sublime. On pourrait les mettre pour les Oscars. Je suis sûre qu'il y a des créateurs, des jeunes créateurs qui doivent venir du monde entier s'inspirer des robes de Jeanne Lanvin. Il faut juste dire un truc, la haute couture. Non, il faut juste dire un truc. La haute couture, c'est une robe. Qu'on remette les choses en place. Ouais. C'est 100 à 200 000 euros. Une robe de haute couture. Ouais. Voilà. Oui, ça vous situe les personne ne porte. Donc c'est bien ce qu'on dit. Voilà. C'est mon cher. C'est un travail de petites mains. Mais bien sûr, je ne parle pas de l'important se justifier ou pas. C'est juste inaccessible. Que nous avons évoqué ou que nous allons évoquer les fameuses red carpet dans les cérémonies internationales où effectivement les gens ne viennent pas pour porter les vêtements, mais pour en faire la promotion, comme on fait la promotion des disques. Dans le domaine de la musique, ça joue aussi un rôle. Dans l'esthétique des films, ça joue un rôle aussi. Donc c'est là qu'on voit que la mode est non seulement quelque chose que nous avons tous sur nous, c'est-à-dire des vêtements, une idée qu'on porte autour de soi ou une façon qu'on a de se voir, mais en même temps aussi, c'est de la bagarre industrielle partout. Musique, film... Oui, ça c'est clair. C'est en ça que Gaultier, dont on a parlé aussi, Madonna, avec les bustiers comme ça, coniques, mais il a aussi habillé Kylie Minogue, Mylène Farmer, Lady Gaga, Yvette Horner. Donc, on est dans le kitsch. Chez l'intruse. Et voilà. Et évidemment, Gaultier. Pour moi, c'est Madonna, l'intruse. C'est les icônes gays, mais c'est aussi la marinière. Mais rien que ça mériterait qu'on mette le feu à son expo. Avoir inventé la marinière, c'est le vêtement le plus ridicule qui soit porté par Arnaud Montebourg. Breton, bonjour. Mais lui, il est Saint-Tropez, donc il ne supporte pas les Bretons. Quand on veut vendre la France avec une marinière, pardon, mais c'est être totalement à côté de la plaque. Alors, le maillot de l'équipe de France de foot, heureusement, ils ne l'ont pas gardé très longtemps en marinière, mais on
on prend 5-0 avant le coup d'envoi. Hein. Déjà tellement, c'est pas sérieux. Les adversaires sont déjà pliés en deux de rire. Rien que de vous voir rentrer sur le terrain. C'est ça la stratégie. Non, mais pas du tout. Car si vous vous intéressiez à cette question, vous sauriez que les statistiques montrent que les équipes, ça vous intéresse Alain, à cause des Diables Rouges, les équipes qui jouent en rouge ont un pourcentage de victoire très supérieur, parce que le rouge, c'est ce qui impressionne. Mais pas sûr que ça marche tout le temps pour la Suisse. Hein. Je voudrais Liverpool, Manchester United, Guillaume, juste une dernière chose pour la France. Effectivement, comme Michel le disait très bien, c'est l'idée partout dans le monde de la France et de Paris, c'est la mode et la gastronomie et l'art de vivre. Mais en même temps, il faut qu'on fasse un peu attention parce qu'on n'est pas toujours les meilleurs pour justement faire vivre notre patrimoine. La preuve, c'est qu'on fait 2 films sur Saint-Laurent et personne n'est foutu d'en faire un sur Jean Bouquin, qui est sans doute le créateur le plus important des années 60. Mais pourquoi ? Parce que non seulement il habille Bardot, mais c'est lui qui fait habiller Bowie et Jagger avec des vêtements de femmes, etc. Et ça, c'est une véritable révolution. Il habille aussi Paul Naref, Claude François, que vous aimez beaucoup. C'est pas de la haute couture. Johnny Hallyday, etc. C'est pas de la haute couture. Ah, Gainsbourg aussi. Mais c'est pas de la haute couture. Alors, je veux dire au sens... c'est pas de la haute couture. Il y a une chambre syndicale de la haute couture, c'est très référencé, la haute couture. Non, mais bien sûr, mais on parle de la mode, je vous rappelle. Les tweets. Oui. Caroline Chenu, chargée de communication au musée de la mode de la ville de Paris à propos de l'expo Yves Saint-Laurent 71, la collection du Spandal, expo qui se tient donc jusqu'au 19 juillet à Paris à la Fondation Pierre Berger, dont Yves Saint-Laurent. Un tweet de l'officiel des spectacles à propos de cette exposition Yves Saint-Laurent avec une citation du créateur, ce que je veux, choquer les gens, les forcer à réfléchir. C'est Aliénor, étudiante, qui tweet à propos de l'expo Jeanne Lanvin que vous avez aimé, dans ce magnifique palais Galliera qui est en face du musée d'art moderne de la ville de Paris, du palais de Tokyo. La mode, c'était mieux avant. L'expo a lieu au palais Galliera, donc jusqu'au 23 août prochain. Et puis, bien évidemment, vous laissez vos tweets, hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet de TV5 Monde. Deuxième sujet, en vous remerciant de nous suivre. Vous savez que Pierre Boulez est probablement l'un des plus grands chefs d'orchestre du monde, notamment à la tête de l'orchestre de Cleveland et de très nombreux enregistrements. Mais il est aussi, et c'est pour ça qu'il a été célébrissime juste après la guerre, un grand compositeur qui a étudié avec Messiaen et qui a fait scandale en introduisant évidemment dans la musique des concepts sur lesquels nous ironisions tout à l'heure au début de l'émission, mais qui ont fait couler beaucoup d'encre. Il s'agissait de déconstruire la mélodie et de réinventer la musique autour de concepts qui sont nés au début du XXe siècle. Il est français, il a donc fondé en 1974 l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique de l'IRCAM. Il est exigeant, il a beaucoup dialogué avec le pouvoir politique pour qu'il y ait un lieu d'expérimentation de musique contemporaine en France, et donc aussi cette fameuse philharmonie que l'on trouve actuellement à Paris. Il est l'objet de notre deuxième discussion, c'est important, car le moins qu'on puisse dire, c'est que les positions autour de Boulez sont radicalement tranchées. D'abord ce reportage à la Philharmonie, et après nous allons tenter d'y voir plus clair ensemble avec plaisir. Pierre Boulez s'est toujours interrogé sur la construction des salles. Quand il dirigeait à Amsterdam, il rencontrait des architectes et il discutait avec eux de ce qui pouvait exister comme possibilité. Et en 1983, quand François Mitterrand valide le projet de Cité de la musique, la grande salle est déjà présente dans le dossier architectural. Et par la suite, Pierre Boulez n'aura de cesse de demander que ce projet soit mené à bien dans sa complétude, c'est-à-dire avec la grande salle. Très jeune, il a eu accès déjà à ce qui se faisait à l'étranger, puisque quand il part en tournée avec la compagnie Renaud-Barrault, il s'informe, il rencontre des diplomates, mais il rencontre aussi les musiciens sur les lieux. Pierre Boulez, donc très tôt, s'inspire de tout ce qui se fait à l'étranger pour construire des institutions et pour demander des réformes. Et scandale dont on a coutume de parler dès que le nom de Pierre Boulez est prononcé, touche à énormément de domaines différents. Mais au fondement de ces scandales, il y a une idée essentielle qui est d'avancer pour la musique et pour la musique nouvelle. À chaque fois, Pierre Boulez, en fait, caricature son point de vue, mais dans un but très précis, qui est d'aller à l'encontre d'une façon de faire à une époque donnée.
Voilà donc cette exposition à la Philharmonie consacrée à Pierre Boulez, donc grand chef d'orchestre et compositeur important, donc durera jusqu'au 28 juin prochain. Et d'une certaine manière, nous lui devons aussi cette salle. Et l'IRCAM, alors Yves Bigot, le grand spécialiste de la musique maison, commençons par le commencement. Le problème numéro 1 de Boulez, c'est qu'il a toujours transporté avec lui une extraordinaire exigence, une extraordinaire qualité de chef d'orchestre, mais en même temps un front de tous ceux qui considèrent que la musique, c'est d'abord une mélodie et non pas de la recherche, qui lui tombe dessus en considérant que c'est inchantable et qu'effectivement, on multiplie tellement les tons ou la tonalité que ça devient quelque chose qui, pour une oreille occidentale classique, est presque inaudible. Quel est votre point de vue ? Pierre Boulez s'inscrit dans la modernité et la suite, la succession de Igor Stravinsky ou Edgar Varèse, les compositeurs un peu révolutionnaires du début du XXe siècle. Et il va d'ailleurs avoir des relations conflictuelles avec tous ses collègues ou rivaux, de Pierre Schaeffer à Pierre Henry, en passant par des compositeurs comme d'ailleurs Stravinsky, comme Schoenberg, comme John Cage, effectivement. Et il va d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a des relations conflictuelles à peu près avec tout le monde, pour une raison qui est qu'en fait, il y a au moins 3 Pierre Boulez. Il y a le compositeur qu'on évoque, il y a aussi le chef d'orchestre qui a joué les œuvres de toutes ces personnes qu'à la fois il a admiré, puis critiqué, puis pour certains avec lesquels il s'était mis en rivalité. Et puis il y a un troisième Boulez qui est évoqué dans le sujet qu'on vient de voir, c'est l'intellectuel, membre du Collège de France, qui écrit des traités sur la musique et qui veut influer sur la politique culturelle et même la politique au sens large de son époque. Alors, évidemment, c'est quelqu'un de très important. Il succède au Philharmonique de New York à Leonard Bernstein. Donc, c'est un chef d'orchestre absolument considérable, peut-être plus qu'un compositeur, d'ailleurs, qui recherche la modernité et qui est particulièrement connu pour sa précision rythmique et donc celle de ses orchestres. Cela a toutefois une limite parce qu'on trouve toujours quelqu'un de plus exigeant que vous, quel que soit votre degré d'exigence. Et j'étais en 1984 au Théâtre de la Ville, au concert qu'avec l'orchestre de l'IRCAM, Pierre Boulez dirigeait des compositions de Frank Zappa, qu'il avait choisi justement parce qu'il appréciait cette précision rythmique. Ça s'est super mal passé. Zappa était fou furieux après le concert qui devait être son album suivant parce que la direction, ou en tous les cas les musiciens, n'avaient pas suivi ses instructions. Donc il a été obligé de retourner en studio pour réenregistrer ses pièces. Ça s'appelle The Perfect Stranger. Boulez dirige Zappa, album tout à fait intéressant. Et en même temps, par la suite, même si Zappa, moi que j'ai vu le soir, était totalement en pétard, par la suite, Zappa, comme Boulez, ont pris très attention, prêté très attention à surtout continuer à chanter les louanges de l'autre. Zappa avec une petite amertume et Boulez avec une petite condescendance. Mais si on parle de postérité, vous avez parlé de Zappa, puis c'est très intéressant parce que on parle de 2 types d'exigences, mais on parle aussi quand on parle de postérité. Moi, je suis persuadé qu'une musique comme celle de Zappa va beaucoup plus passer l'épreuve du temps qu'une musique comme celle que pratiquait Boulez. Pour la simple et bonne raison. Nous sommes d'accord. Oui, mais c'est ça. Nous sommes d'accord. Regarde la caméra avec moi. Nous sommes d'accord. Mais effectivement, parce que Boulez est un être de paradoxe très intéressant, très bon chef d'orchestre, quelqu'un aussi qui a beaucoup pensé à la musique. Mais en même temps, c'est une position qui est très ambivalente qui est la sienne, parce que c'est quelqu'un qui s'est élevé dès le début de sa carrière contre tous les formalismes, qui en voulait à toutes les grandes écoles et qui a voulu faire table rase de tout. Et quand on regarde sa carrière par la suite, c'est une carrière faite de dictats, c'est une carrière faite d'anathèmes, c'est une carrière faite d'excommunication. À l'école de Darmstadt, c'était leur spécialité. J'ai pas tassé mon Boulez pour cette émission-là. Et d'ailleurs, il y a un de ses bons amis qui enseigne à l'Université de Montréal, Jean-Jacques Natier, qui a fait une très belle édition des musiques du 20e siècle. Et voici ce qu'il disait à l'école de Darmstadt. Il dit « Affirmons à notre tour qu'un musicien qui n'a pas ressenti, nous ne disons pas compris, mais bien ressenti la nécessité du langage dodécaphonique est
inutile, car son œuvre le place en deçà des nécessités de l'époque. Alors, parlant de nécessités, je pense qu'aujourd'hui... Vous pouvez le répéter, mais plus lentement. Ce sont les procès staliniens. Parce que j'avais écrit la même, parce qu'elle est emblématique de la pensée de Boulez. C'est-à-dire que Boulez, il ne prend pas la musique comme étant de la musique de telle manière qu'on l'aperçoit nous. Pour lui, c'est forcément une recherche, on va dire, pratiquement... abstraite, fondamentale sur l'évolution que doit être la musique et qu'il le met en général en porte-à-faux avec pas mal d'oreilles, peut-être une bonne partie des nôtres ici. Mais pour lui, c'est une recherche quasiment philosophique et il faut aller au-delà de tout ce qui a été fait. Et c'est un devoir de le faire. Et j'avais noté la même phrase parce que je trouve qu'elle est emblématique de la démarche de Boulez. C'est vraiment ça. Cette phrase est... Mais moi, ça m'a fait penser beaucoup à le président de l'Union des compositeurs soviétiques qui était là de la fin des années 40 jusqu'à la dissolution de l'Empire soviétique, Tikhon Khrennikov, qui faisait... Son sport était de jeter, de discréditer des compositeurs. Il a discrédité Shostakovich, il a discrédité Prokofiev parce que c'était de la musique qui était justement supposément trop Mathieu, puisque nous parlons de musique, je ferai une sorte de bémol. Il y a toute une génération de musiciens dans des registres différents. On parlait tout à l'heure de Steve Reich, mais vous pourriez rajouter Xenakis, Stockhausen, Luigi Nono, plein de gens qui considèrent que la musique classique qu'on chante et que Boulez interprète, il a bien raison. Il a enregistré, par exemple, les plus beaux enregistrements de Maurice Ravel, que ce soit le concerto en sol, le boléro ou Pavane pour une infante défunte, ce sont les enregistrements de Boulez. Donc, il connaît vraiment. Non, mais lui, il dit, comme Lévi-Strauss allant chez les Indiens au Brésil, il dit l'âme humaine, la culture humaine, la musique, ce n'est pas simplement ce qu'ont produit les Occidentaux, c'est aussi ce que produisent les autres, donc une tonalité différente, musique indienne, ou la technologie, c'est-à-dire on ne peut plus rester simplement avec le piano et les 8 octaves. Donc, de ce point de vue-là, la démarche, finalement, elle est comme le nouveau roman, où les gens ont dit qu'il faut arrêter d'écrire comme Balzac. Après, il faut savoir ce que ça produit comme œuvre. Finalement, Boulez, c'est très grand chef d'orchestre et compositeur assez moyen. Mais ça enchaîne merveilleusement parce qu'en fait... moi, comme je n'ai pas votre culture dans ce domaine-là, en tout cas, j'ai essayé de trouver des choses un peu plus concrètes. Et sur le C'est bien pour parler de Boulez concrète. Ben oui, voilà. Vous connaissez le titre de la grande œuvre, hein, c'est le marteau sans maître. Et donc, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice qui permet d'avoir une vision... en toute complétude de Pierre Boulez, comme disait l'autre. Et chercher à la placer depuis 10 minutes. Hein. Voilà. On ne sait pas ce qu'il va nous dire, mais il va nous dire quelque chose. Et j'ai trouvé sur le site qui reprend toutes les archives de la radio-télévision belge, une dizaine de minutes où Pierre Boulez interprète avec un petit... dirige un petit orchestre belge et il prépare la répétition d'une œuvre d'Henri Pousseur. Alors Henri Pousseur, c'est un compositeur belge qui s'inscrit totalement dans la tradition de Pierre Boulez. C'est une façon de montrer aussi qu'il a évidemment eu des émules un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il est là très modestement par rapport au compositeur qui est finalement son grand fan et il prépare cette interprétation comme chef d'orchestre. On le voit répéter, on le voit commenter ça. Et je trouve que c'est une vidéo, on vous donnera évidemment la référence, qui permet de voir justement tout le soin qu'il mettait aussi à soigner, en effet, pratiquement l'illustration sonore et la mise en musique, c'est le cas de le dire, de la composition d'Henri Pousseur. Je trouve que ça apporte un contrepoint, même si j'ajouterais que je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui, ce genre de musique est complètement inaudible. Mais ça, il faut la prendre avec modération. J'ai dit pour un certain nombre de gens, ce genre mais parce de que musique c'est est comme la totalement figure. inaudible. Il y a des gens qui ne supporteront pas de voir un tableau abstrait parce qu'ils veulent absolument avoir de la représentation. Moi, je comprends. C'est un problème d'oreille occidentale. Non, mais quand vous avez dit... Prends un avion, va en Inde, mais installe-toi à un concert. Ou même, plus simplement, au Maroc. Non. Ou même, c'est pas la même tonalité. Il y a et on est complètement C'est pas une question de tonalité, c'est une question de motif. Et que tu aies une tonalité, peu importe la tonalité, ou bien c'est que ce soit une musique modale avec des quarts de ton, le cerveau humain est fait pour reconnaître des motifs
Et en musique, c'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, le plaisir musical, c'est d'être capable d'anticiper ce qui s'en vient, de comparer notre image mentale. Et je regrette, dans cette musique-là, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est le but de cette musique-là. C'est pas totalement vrai. Oui, non, mais dans le dodécaphonisme est un cul-de-sac esthétique, stylistique, historique. Ça ne mène absolument à rien d'autre que des écoles qui vont jeter des anathèmes sur ce qui n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, ça a été le cas sur l'antenne de TV5. Non, mais ça a été le cas de... Ce réquisitoire de Boulez est quand même tenu par quelqu'un qui idolâtre Céline Dion. On ne peut pas convaincre le monde entier en décidant que la mélodie est à extraire et à tuer dans l'univers musical. Je rappelle qu'il est encore vivant parce qu'en mettant évidemment tout ça parfait, on a l'impression qu'il n'est plus là, mais il n'a pas pu assister donc à l'inauguration de son exposition, qui est là le 28 juin. Je me permettrais d'ajouter un bémol à ce que disait Mathieu. Moi, je partage ce que tu dis sur un grand nombre de choses, si ce n'est la perspective historique. Parce que comme moi, j'inscris plutôt effectivement Boulez dans une sorte de recherche fondamentale, qui pour moi esthétiquement ne me touche absolument pas, mais voilà, ça c'est moi. Mais je ne sais pas si effectivement dans 100 ans, on regardera son œuvre comme ayant jeté les bases de quelque chose qui interviendra plus tard. J'ai aucune idée à ce stade-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, maintenant, moi, Boulez, ça me parle. Vous avez connu ça dans quelque chose que vous aimez particulièrement bien, qui est une certaine forme de free jazz compliqué. Je ne parle pas simplement des gens qui improvisaient dans tous les sens. Je parle simplement de gens qui ont construit justement une musique amélodique, ça existait dans le free jazz. Alors, on va terminer parce que nous, ce qu'on préfère avec Alain, quand même, c'est les Boulez sauce lapin. C'est aussi c'est liégeois d'ailleurs, comme Henri Pousseur. On va montrer le livre, Mathieu, parce que c'est important de... Voilà. C'est un très bon livre d'ailleurs. Quand on lit sur Boulez, c'est plus intéressant que l'écouter toujours. Donc je vous invite à aller à l'exposition, à vraiment aller à l'exposition de la Cité de la Musique. Les tweets, pour commencer, celui de Michael Coca, responsable des relations publiques du musée d'Orsay, saluant l'exposition consacrée à Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris. Une exposition qui a plu à Didier, qu'il a trouvée merveilleuse et bien mise en lumière. Et on termine par un tweet d'Olivier renvoyant vers un article du quotidien français gratuit 20 minutes, article donnant 6 raisons de préférer l'expo Pierre Boulez à celle consacrée à David Bowie à la Philharmonie de Paris. Je vous précise d'ailleurs qu'il est possible de visiter les 2 expositions à tarif préférentiel avec un ticket groupé. Laissez bien évidemment vos tweets avec le hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet de TV5 Monde. Je voudrais vous montrer donc ce livre consacré à Boulez. Le voici, donc c'est publié aux excellentes éditions Actes Sud, qui, vous le savez, sont installées dans le sud de la France, près d'Arles. C'est magnifique, il y a des photos et c'est aussi un très grand chef d'orchestre, comme le disait Yves. Il n'y a pas de fort justement. Dernier point, avant de parler de peinture tout à l'heure, vous savez que nous passons toujours au cœur de cette émission le zapping culturel que voici, présenté par ma voisine. On va saluer donc Yves Bigot qui va nous quitter et nous parlerons tout à l'heure donc de peinture et des échanges qui existent entre les différents pays dans l'espace francophone pour constituer des expositions. Voici donc le zap culturel. Mars 1895, mars 2015. À la sortie des usines photographiques Lumière, les ouvriers filmés par leur patron sont les premiers acteurs de l'histoire du cinéma. Nous avions remarqué, mon frère et moi, combien il serait intéressant de montrer à toute une salle sur un écran. Il paraît que certains avaient mis le réveil en pleine nuit pour être les premiers à découvrir ces images. Des effets personnels. Les toutes premières images de Spectre. Et si les fans se précipitent, c'est parce qu'ils espèrent bien grappiller quelques informations. Vous avez un secret? Je cherche des antworten. Des réponses? Oui. C'est quoi l'au-delà? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Aujourd'hui, l'artiste Artie revient à Viti avec When I Die, l'histoire vraie de Rosemary Brown, une femme de ménage anglaise, médium, morte en 2001, qui disait recevoir quotidiennement des dictées musicales d'outre-tombe. Le cri, peint en 1893 par Edward Munch, est aujourd'hui l'un des tableaux les plus connus du monde, surtout grâce à son étrange pouvoir de fascination. C'est l'icône universelle de l'anxiété de tout un chacun.
premier tableau de Marc Chagall à avoir été transposé en tapisserie grâce aux mains expertes d'une lissière. C'est finalement comme si Chagall était un compositeur et que Yvette Coquille-Prince soit un musicien qui interprète sa partition et lui donne une couleur différente. La caractéristique principale, c'est qu'elle est très bonne du point de vue acoustique. C'est un instrument de musique elle-même qui permet aux instruments de musique joués par les instrumentistes d'être dans toute la splendeur de leur maîtrise instrumentale. C'est fait à la fois pour le plaisir des visiteurs, mais aussi pour attirer des investisseurs, des créateurs. Cette année, le mouvement prend une ampleur internationale. Environ 2000 musées provenant d'une 60aine de pays différents y prennent part. Pour participer, il suffit d'avoir un téléphone intelligent. Une fois sur Twitter, on prend une photo, on met le mot-clic Museum Week et ça y est, on fait partie de ce mouvement international. Le musée a vu les jours, c'était d'abord dans un but de collectionner les œuvres d'art pour mettre en valeur aussi la conscience collective d'un peuple. Le peuple somalilandais, c'est le peuple qui se met transmission en chansons, en poésie. Et je préfère garder cette culture qui est super bien et puis expliquer en français. Je ne vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. C'est une adaptation, mais on le prend comme une création. C'est-à-dire, ce show-là n'a jamais été joué en scène. Le gars, il a essayé de dîner sur les bouts de jute. Si Omar ne l'avait pas joué, là, je pense que je pourrais dire, on dirait que ça a été fait pour moi, ce rôle-là. Je n'ai rien en commun avec ces hommes-là. La seule personne avec qui j'ai quoi que ce soit en commun, c'est vous. Troisième sujet, comment fonctionne la circulation des œuvres d'art pour constituer des expositions dans l'espace francophone. Nous prenons l'exemple d'une artiste qui s'appelle Aloïse Corbaz. L'exposition s'appelle Aloïse Corbaz en constellation. Elle se tient actuellement à Lille, au musée d'art moderne de la ville de Lille, donc qui s'appelle le LAM. Une exposition qui a pu se monter justement grâce aux différents prêts qui ont eu lieu à l'intérieur de l'espace européen, notamment grâce à la grande collection d'art brut, puisqu'il s'agit d'art brut, qui est à Lausanne, chez notre camarade Michel Serruti. Je vous propose donc de regarder ce sujet de la radio-télévision suisse, là concernant, qui nous permettra donc de réfléchir sur la manière ou la meilleure manière dont on peut échanger ou se prêter des œuvres pour constituer des expositions. Près de Lille, ce musée français rassemble des collections d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut qu'il fait dialoguer ensemble, comme dans cette rétrospective consacrée à l'artiste vaudoise Aloïse Corbaz. Si beaucoup d'œuvres ont été prêtées par les musées lausannois de l'art brut et le musée cantonal des beaux-arts, c'est une découverte avec un regard d'aujourd'hui porté sur l'œuvre d'Aloïse, disparue en 1964. À la fois, elle est extrêmement séduisante, extrêmement proche de nous, par la place du foisonnement de la couleur. Mais après, pour pouvoir vraiment rentrer dans l'œuvre, il faut passer du temps. Le travail artistique d'Aloïse débute avec son internement à l'hôpital de Seury pour schizophrénie en 1918. Morte à la vie extérieure, elle renaît à travers ses dessins qui vont évoluer pendant plus de 40 ans et s'agrandir jusqu'à devenir des rouleaux de plusieurs mètres. Elle a tout dans la tête, tout est là, et elle arrive à l'exprimer et à recomposer des corps de femmes qui sont même encore plus grands que la réalité. Pièce maîtresse de l'exposition, ce rouleau de 14 mètres de long est fait de feuilles de papier cousues ensemble par Aloïse. Il reprend l'histoire de sa vie réelle et celle de sa vie rêvée, imaginaire, inspirée par l'opéra et le théâtre. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommée la Sixtine de l'art brut, c'est vraiment une œuvre majeure. La fin de la rétrospective consacrée au dessin tardif d'Aloïse montre clairement son évolution formelle. Elle ne remplit plus tout l'espace et démontre un sens dynamique de la construction de ses figures tout autant qu'une maîtrise parfaite des couleurs. Aloïse est une des artistes majeures du XXe siècle. C'est aussi pourquoi on va la confronter à des œuvres issues de la modernité, qui pour la plupart sont faites dans le temps même où elle travaille. Et là on voit qu'elle partage l'époque et elle en est un marqueur aussi importante que Chagall par ailleurs ou Picasso. Voilà,
Voilà, exposition Aloïs Corbaz, donc jusqu'au 10 mai au Musée d'Art moderne de Lille. Parlons un petit peu de cet artiste, puisqu'il s'agit d'art brut et de la Suisse. On va commencer par vous, Michel, et après on va étendre aux échanges d'œuvres. Est-ce qu'on peut faire une sorte de... Oui, très rapidement, Aloïs Corbaz. Voilà, Aloïs Corbaz est une artiste, comme vous le disiez, d'art brut. Alors l'art brut, c'est la non-école. C'est les artistes, effectivement, souvent catalogués qui ont eu des troubles psychiques ou des troubles de la santé et qui ont utilisé l'art comme forme de thérapie, ou ce sont simplement des artistes qui n'ont suivi aucun cursus, on va dire, artistique classique, qui n'ont pas appris l'art. Aloïs Corbaz en fait partie. Alors, on va demander à notre ami réalisateur donc, de zoomer sur l'intérieur pour que vous ayez effectivement une idée de cette production, qui est une production pour, j'allais dire, de l'art brut, qui est quand même relativement, non pas coloré, parce que ce serait bête, mais j'allais dire aimable par rapport à ce qu'on peut trouver chez d'autres artistes d'art brut. Voici. Parlons maintenant justement d'échange des œuvres, parce qu'il y a dans le monde entier actuellement et dans l'espace francophone l'exposition Velasquez à Paris, le monde entier court, celle-là qui est à Lille, l'exposition Bonnard qui a lieu en ce moment. Donc effectivement, les tableaux voyagent dans le monde entier. Comment ça se passe, Alain? Comment vous percevez ce phénomène qui est très compliqué? S'il faut demander si on est pour ou contre, personnellement, je suis pour. Il n'y a vraiment pas de problème. Je pense qu'il y a une telle circulation de l'information aujourd'hui que l'on ne comprendrait pas qu'une exposition qu'on peut voir dans un pays, on ne puisse pas aller la voir dans un autre. Je pense aussi, sans avoir creusé le sujet dans tous ses aspects économiques et financiers, que cela permet évidemment... Michel l'avait dit pour Gauguin, pour des problèmes d'assurance, l'exposition qui a lieu actuellement en Suisse, elle n'aura pratiquement... Enfin, on pense qu'il n'y en aura plus jamais une comme ça dans le monde, étant donné le tarif des assurances pour faire déplacer les œuvres. C'est ça. Mais ce qui est passionnant, c'est que maintenant... Ma chère Esther. C'est que les musées racontent comment c'est complexe, effectivement, de réunir autant d'œuvres. Mais par exemple, pour l'exposition Velasquez, il y avait très peu de toiles de Velasquez en France. Donc là, il y a cette grande rétrospective qui a lieu au Grand Palais, qui est magnifique. Mais le commissaire de l'exposition a dû se déplacer plusieurs fois pour demander telle œuvre ou pour aller chez des particuliers, voir des musées. Il explique, on sent qu'il y a vraiment il faut négocier, il faut faire du troc. Par exemple, le Louvre a accepté de prêter un Murillo pour une prochaine exposition, donc le jeune mendiant, en échange d'une autre toile. Et l'ambassadeur de France en Espagne a lui aussi dû négocier pour pouvoir réunir toutes ces toiles. Il y a des aspects diplomatiques aussi, évidemment, dans ce genre de choses. Ça a dû être annulé malheureusement parce que ça coïncidait. Ce n'est pas un hasard avec la venue du roi d'Espagne, pour des raisons que l'on connaît tous, ce crash, il a dû retourner. Mais vraiment, on sent qu'il y a une dimension qui dépasse. Et tout ne part pas. Les ménines ne bougent pas. Jamais. D'où l'importance aussi pour les directeurs de musées d'établir des relations personnelles avec leur... De la diplomatie culturelle. Et donc, je discutais de la chose avec l'ancien directeur du Musée national des beaux-arts du Québec, John Porter, qui, lui, me parlait des relations qu'il avait établies avec le musée Rodin ici à Paris, le directeur du musée Rodin. Et ça a été à l'origine d'un des plus grands succès d'expo, en fait, pour les collections étrangères, pour les exportations de collections françaises à l'étranger. Ça a été un hit à la fin des années 90 au Musée national des beaux-arts du Québec. Après ça, il y a eu l'exposition Camille Claudel. Et il me disait que même malgré la technologie, même malgré tout ce qu'on peut penser des vertus d'Internet, ça prend des relations humaines pour créer ces expos-là et pour faciliter aussi le voyage de ces collections-là. Et à plus forte raison, parce que la situation financière des musées aujourd'hui est de moins en moins rose. Même en France, les budgets diminuent. Donc, ça force les musées à aller vers des solutions comme l'exportation. C'est une bonne chose pour la culture. Mais seulement au Québec, je suis allé voir les chiffres. En 2008, c'est la dernière grande étude qui a été faite sur les exportations culturelles du Québec. C'est 500 millions de dollars pour l'année 2008 pour un État de 7 millions à l'époque, 7 millions d'habitants. Donc, c'est dire que c'est même une nécessité économique de faire voyager des collections parce qu'on a moins de moyens et c'est peut-être une bonne nouvelle pour les gens qui sont à l'extérieur. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ces échanges aujourd'hui, je trouve que c'est une photographie, une mosaïque de ce monde. Et je pense que dans ce sens-là, l'espace francophone a un rôle à jouer parce que, comme vous le disiez, les liens sont extrêmement importants. Léonard Janada, la Fondation Janada, qui a débuté sans véritable collection, alors il s'est investi personnellement, il a investi de sa fortune dans différents musées pour se créer des relations et ensuite pouvoir faire venir des collections en Suisse, c'est ce qui a fonctionné. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une véritable tension, ce qui n'était pas le cas il y a encore, je ne sais pas, une dizaine d'années.
Aujourd'hui, ça devient compliqué. La règle a toujours été qu'on prêtait les collections entre différents musées. Alors, à charge de celui qui reçoit la collection de l'assurer, de la faire circuler, ce qui coûte des millions et des millions parce que c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, ces échanges deviennent de véritables enjeux. Parce que entre certains pays, c'est compliqué parce qu'on a peur que les œuvres soient saisies, simplement, qu'on ne les retourne plus. Il y a eu le cas entre les États-Unis et la Sicile. Vous parliez de nécessité économique, mais la nécessité économique est devenue telle aujourd'hui que certains musées hésitent beaucoup à prêter leurs œuvres, parce que du coup, s'ils s'en dépossèdent, ça veut dire qu'il y aura moins de touristes, ou les touristes vont venir, ne retrouveront pas leurs œuvres, donc du coup, ils hésitent beaucoup à les prêter aujourd'hui. C'est pour ça que les Ménines ne partiront jamais du Prado. C'est trésor national, les Ménines, c'est impossible, justement, pour que les gens aillent. La Joconde est partie au Japon, elle ne repartira jamais. C'est un choix politique, effectivement, et elle était contre l'avis du Louvre, d'ailleurs. Ils ne quitteront plus jamais, à mon avis, le MoMA à New York, Guernica, etc. Ce sont des œuvres qui ont bougé, qui ne bougeront plus. Alors, on ne peut pas. Et puis, il y a aussi un dernier mouvement aujourd'hui qui en vient à monnayer les œuvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, littéralement, certains musées décident qu'on ne va pas prêter les œuvres, on va les louer. C'était le cas du musée Picasso à Paris. Un petit coup de gueule de ma part ici. Le Kunsthaus de Zurich avait souhaité, il y a quelques années en arrière, avoir quelques œuvres pour une expo. Il n'y a pas eu de réponse. Enfin, ça a été un gros quiproquo qui était très désagréable. Et on sent aujourd'hui cette volonté de marchandiser, de financer ce qui auparavant était simplement du prêt, était de l'échange. Et à mon sens, ça témoigne effectivement d'une évolution de la société, mais avec la possibilité, je pense, à travers les relations qui doivent se tisser au sein de l'espace francophone, de créer des liens privilégiés qui devraient pouvoir permettre de continuer ces échanges et le partage de la culture. Il y a d'autres exemples où là, on voit des collections qui partent, parce que justement, je pense que c'est chez vous, à Bâle, il y a la réflexion du Kunst Museum, et là, cet été, il y a des collections qui partent partout à Madrid. Est-ce que ça a du sens de parler d'échanges au sein de l'espace francophone? On est dans l'espace mondial. Au sens large, oui, je pense que ça va au-delà de l'espace francophone. Entre l'île et la Suisse, par exemple, je pense qu'il y a des liens qui se créent, puisqu'il y a plusieurs expositions qui ont été proposées ces temps-ci entre des relations entre les musées. C'est vrai que ça doit dépasser le côté mondial. Le côté francophone doit aussi permettre de nouer des liens. Et il y a des gens qui ont besoin d'être ni francophones ou pas. Je pense à Bernard Arnault qui a réussi pour l'exposition à la Fondation Vuitton à avoir en ce moment, oui. Voilà, en ce moment, oui, bien sûr, le prix de Munch, alors que personne, je crois que c'était le Louvre qui l'avait demandé et ils avaient dit non. Oui, il y a la danse de Matisse, le cri de Munch, il y a l'homme qui marche, l'un des exemplaires de l'homme qui marche, de Giacometti, 60 chefs-d'œuvre, des tableaux iconiques qui sont justement pour la première fois exposés dans cette fondation. C'est-à-dire c'est plus de l'art contemporain, c'est de l'art moderne, mais ce sont des chefs-d'œuvre qui mobilisent à eux seuls, effectivement, une sorte de tour du monde culturel qu'on évoquait tout à l'heure. Et on se faisait quand même une réflexion. Là, je montais un sujet sur l'exposition de Caravage, de Giotto à Caravage, qui se passe au musée Jacques Marandré. Et il y avait des artistes qui venaient, qui faisaient des milliers de kilomètres pour voir une œuvre. Et c'est vrai que mon monteur me disait, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Wikipédia, ça peut paraître naïf, mais c'est vrai que c'est fou maintenant. On peut tous avoir accès à des œuvres avec d'une facilité déconcertante. Vous parlez de les voir. Oui, non, mais de les voir. Et c'est quand même, comme vous le dites, rien que ça, on est heureux de pouvoir, même si je dois aller à Madrid, et tant mieux pour aller voir les Ménines, mais là, l'exposition Velázquez, c'est juste incroyable. Le problème, c'est d'y aller à l'exposition Velázquez, parce que c'est très compliqué, tellement de gens veulent y aller. Voici les tweets. Premier tweet de Lille 3000, site nordiste prolongeant les initiatives de 2004, l'année où Lille fut capitale européenne, donc de la culture, Lille 3000, qui remercie le musée d'art moderne de la ville pour la très belle exposition consacrée à cet artiste, donc Aloïs Corbaz. On continue avec un tweet de Claire, évoquant la rétrospective Velázquez et le triomphe de la peinture espagnole au Grand Palais à Paris jusqu'au 13 juillet 2015. L'endroit où il faut aller, c'est moi qui l'ajoute, c'est le tweet Durand. Le voyage des œuvres permet de rapprocher Paris, Poznan, Madrid, pour des comparaisons donc sur pièce, et effectivement pas sur des photos ou dans des catalogues, car ça n'a strictement aucun rapport. Et enfin, le tweet d'un architecte, Colin de Callac, à propos de l'exposition à la Fondation Vuitton, Les Clés d'une Passion, qui se tient jusqu'au 6 juillet 2015 à Paris, exposition qui bénéficie des prêts de toiles extraordinaires, la danse de Matisse, je le disais tout à l'heure, des pièces qui viennent des musées Pouchkine de Moscou, de l'Ermitage, bref, une exposition à voir forcément. Vous savez que 200 millions de critiques se terminent toujours par les coups de cœur de nos amis donc chroniqueurs. Michel, nous commençons avec vous. Alors on a parlé tout à l'heure de Boulez et de musique un petit peu difficile à écouter, je vous en propose une qui elle est merveilleuse à l'oreille. On la doit au formidable joueur de oud tunisien Anouar Brahim, pour lequel j'ai une affection toute particulière, qui a livré il y a quelques mois une dernière double galette intitulée Souvenance. C'est merveilleusement cosmopolite aussi parce que dans son quartet, il y a un pianiste français,
un saxophoniste allemand, un bassiste suédois et l'orchestre de chambre de la radio suisse italienne. Ça a été enregistré au Tessin. En Suisse, c'est un très, très, très bel album, double album même. Souvenance Anne Brême, c'est paru sur l'excellent label, doit-on encore le dire, ECM. Mon cher Alain. La RTBF aujourd'hui, elle a 80 ans au-delà, et donc depuis quelques années, il y a une volonté de numériser les archives qui ont longtemps été délaissées, hein, il faut bien le reconnaître. Et maintenant, il y a un site qui reprend plein de vidéos en accès libre pour le public. C'est une très belle découverte quand on va y faire un tour. Mathieu, un livre qui va s'arracher car alors, nous sommes dans le cœur de la conversation que nous avons eue tout à l'heure, où nous nous sommes empaillés gentiment sur la musique. Duke Ellington disait qu'il y avait deux types de musique, la bonne et l'autre. Eh bien, ça, c'est la bonne dont nous parle Alex Ross. Alex Ross, qui est critique au New Yorker, qui est un gars qui vient du monde de la composition musicale. C'est mais un vrai geek de musique. Moi, j'adore le lire régulièrement et il y avait une traduction, en fait, qui avait été diffusée il y a 5 ans, c'était The Rest is Noise. Et là, il y a un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Listen to This. Ce sont ces chroniques du New Yorker, revues et augmentées. Ça passe de Radiohead à Björk, en passant par Schubert, Marian Anderson. C'est en français ou c'est en anglais? En fait, c'est la traduction, mais ils ont gardé le titre en anglais. Okay. C'est chez Actes Sud. Prêtez, cher ami. C'est un bijou d'érudition musicale et il couvre tout. Il est autant dans le grunge que dans la musique classique. Il parle de musique contemporaine et d'ailleurs, il fait une fleur à Boulez, on en parlait tout à l'heure. Il souligne d'ailleurs le fait qu'il ait décoincé le Philharmonique de New York après le passage de Bernstein, quoique Bernstein était un grand pédagogue. Et il souligne qu'il avait créé les rock concerts, donc on enlevait les chaises en avant de la salle de concert et on écoutait des concerts assis par terre. Bref, c'est un des bons livres de musique qui est sorti ces derniers temps. Ma chère Estelle. Moi, j'espère que Alex Ross va leur consacrer une chronique parce que je vous parlais d'un des meilleurs groupes français d'électro-rock. Leur premier album est sorti cette semaine. Il s'intitule Première Vie. C'est les Blind Digital Citizen. Alors, ils chantent parfois en anglais, mais très souvent en français. Et ils ont vraiment une façon de composer assez originale. Alors, ils ne sont pas les premiers à le faire. Mais voilà, ils ont des images. Et avec leurs images, avec des rushs qu'ils ont tournés, ils créent leur musique parce que certains des membres du groupe, ils sont 5, ils viennent de la région parisienne, mais certains d'entre eux n'avaient pas une culture musicale, une formation musicale classique. Donc, ils conçoivent leur album, leurs titres, comme des films. Donc, ils font un peu comme des scénarios, des storyboards. Et je vous conseille leur premier album, Première Vie, Blind Digital Citizen. Et ils sont français, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Voilà l'exposition Vuitton donc, sur les 60 chefs-d'œuvre. Et puis, vive 200 millions de critiques. On se retrouve avec grand plaisir avec toute la joyeuse équipe la semaine prochaine. Ciao et bon week-end.